Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était samedi dernier à Bongouanou. Le chef du gouvernement a pris part aux activités de la quinzaine du Moronou. C'était l'occasion pour Daniel Kablan-Duncan d'honorer 65 acteurs du développement ainsi que les 37 meilleurs élèves de la région. Léon Brou. Hier critiqué et même menacé de destitution, le chef central de Bongouanou peut se convaincre aujourd'hui qu'il fait œuvre utile avec sa décoration par l'État de Côte d'Ivoire. Pendant la crise, les jeunes ont demandé même ma décision. Je n'ai pas réagi, je suis resté serein, mais j'ai toujours continué mon travail. Même s'ils viennent m'empêcher, ce n'est pas mon affaire. Je les laisse faire et puis après, je poursuis. Comme lui, d'autres chefs coutumiers et religieux, des cadres, des paysans, des acteurs de la société civile, des agents de l'État, soit au total 65 personnes, ont été élevés dans l'ordre du mérite ivoirien par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ces récipiendaires, dont 4 officiers et 15 chevaliers de l'ordre national, ont reçu ces médailles en reconnaissance de leurs actions de paix, de réconciliation et de développement dans le Moronou. Artisan de cette décoration, le préfet de région pour unir les fils et filles de l'ancienne boucle du cacao autour du développement. Je suis arrivé dans une région où il y avait beaucoup de problèmes d'union entre les fils et filles. Comme nous allions vers le premier anniversaire du Moronou, qui est la 31e région, donc je me demandais qu'est-ce que je pouvais faire qui pouvait rassembler les enfants de Moronou. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui a également récompensé les 37 meilleurs élèves de la région du Moronou, la promotion du mérite restera au cœur de l'action gouvernementale tant qu'il s'agira d'inciter à la relance du développement en Côte d'Ivoire. Ces actions doivent être développées dans tous les secteurs, dans tous les ministères, dans tout le secteur privé, et bien sûr dans toutes les régions. Dans les villages en son temps, on connaissait le meilleur cultivateur, on connaissait le meilleur guerrier. Il nous faut faire en sorte que nous puissions avoir comme modèle des gens de qualité qui peuvent être montrés donc au niveau de la nation. Cette cérémonie de décoration, aussi l'occasion pour les populations de solliciter l'aide du gouvernement en ce qui concerne notamment la santé, l'éducation et les infrastructures routières. En promettant d'étudier ces doléances avec bienveillance, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a fait don d'environ 17 millions de francs CFA à la région du Moronou. La fête de l'indépendance est prévue le 7 août prochain en Côte d'Ivoire. La fête nationale a été célébrée pendant plusieurs années avec faste et joie. Les défilés et différentes manifestations à tour de rôle dans les villes du pays étaient au rendez-vous. Aujourd'hui, la fête de l'indépendance suscite-t-elle le même engouement chez les Ivoiriens? Comment fêtent-ils désormais ce moment important de l'histoire de leur pays? Gabriel Zani était pour vous dans la commune de Bingerville. Bingerville, deuxième capitale de la Côte d'Ivoire, porte encore fièrement les vestiges de son époque de gloire. Ville presqu'île avec d'énormes potentialités touristiques, elle a aussi connu, comme toutes les autres villes du pays, des festivités de la fête de l'indépendance. Alphonse Kobli-Lakpa se souvient de ce temps de grande réjouissance. Avant l'indépendance, même à la veille, d'abord dans 2, 3, 4 jours, tout le monde s'apprêtait. Les maisons étaient nettoyées, la cour était prise au soin, un bon soin, puisque on avait l'impression qu'on devait tomber dans un autre monde. La vie était belle, ça dansait partout. Il est nostalgique. Je vais encore retourner en arrière, mais ça ne peut plus se faire. Dans les années 60 à 80, les familles s'apprêtaient en conséquence pour la fête de l'indépendance. C'était vraiment chic. Les gens préparent bien et après avoir défilé, et tout le monde se met en table et on boit et on mange. C'était comme une fête nationale. Aujourd'hui, la fête nationale a perdu de son engouement à cause de la crise économique des années 90. Dans les familles, plus personne ne pense à fêter. Chez moi, ici, il n'y a rien. Puisque les temps sont très durs.
Tout à l'heure, j'ai parlé avec mon fils, affaire d'argent, comment il faut faire pour manger. Donc vraiment, mais par la grâce de Dieu, si on a pu voir au moins un petit poulet, on va fêter avec. Les parents ne parlent même plus de la fête de l'indépendance à leurs enfants. Malgré les difficultés, la jeune génération pense quand même à marquer ce moment important pour le pays. Ça me plaît de fêter ici, en tout cas les moyens sont réunis, on va s'amuser. Dans le temps où on était un peu petit, on organisait bien les fêtes d'indépendance. Mais aujourd'hui, les temps sont un peu difficiles. Donc, compte tenu des temps, on fait un peu selon nos moyens, quoi. La Côte d'Ivoire, depuis son accession à l'indépendance, célébrait tour à tour sa fête nationale dans ses différentes villes. Le point culminant des festivités demeurait le défilé officiel. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Les festivités officielles ont pris le pas sur les célébrations populaires. La ville d'Abidjan, pour commémorer avec éclat l'indépendance de la Côte d'Ivoire, s'est dotée d'un événement majeur, le Concerto Festival. Se déroulant chaque année à la date du 6 au 7 août, le Concerto pour l'indépendance reste, à ce jour, l'une des célébrations populaires de la fête nationale pour les Abidjanais et ceux des communes rattachées, notamment Mergerville. Invité hier de Dimanche Magazine au journal télévisé de 13h, Cissé Aboubakari, directeur du cadastre à la direction régionale, à la direction générale des impôts, a donné des précisions sur l'allègement de l'impôt foncier. Cette mesure vise à soulager les entreprises et les personnes morales. Et dans cet extrait, il revient sur l'allègement de 25% annoncé par l'État de Côte d'Ivoire au titre de l'année 2013. Regardons. L'annexe de 2011 a fait un abattement de 25% sur les arriérés de l'impôt foncier et sur les encours pour les entreprises et pour les personnes morales. L'année passée, un abattement de 25% sur les arriérés et sur les encours pour les personnes physiques. Et cette année, la mesure d'abattement de 25% se poursuit. En d'autres termes, si vous devez payer un impôt de 12 000 et que chaque mois vous payez 1 000 francs, à partir de septembre, vous ne payez plus d'impôts parce que vous aurez payez vos impôts et vous aurez l'abattement de 25%. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 5 mois de la fin de l'année. La mesure d'abattement continue de courir. C'est le lieu pour moi de profiter de votre antenne pour appeler l'ensemble des Ivoiriens à venir massivement dans les recettes des impôts fonciers pour s'acquitter de leurs cotisations. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, personne ne peut se soustraire à l'impôt foncier. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne paye pas l'impôt? Il y a une double sanction. Une sanction fiscale et une sanction pénale. La sanction fiscale se décline en intérêt de retard et en majoration, de même que des amendes qui vous sont appliquées. Vous pouvez payer jusqu'à 100% de pénalité, voire 150 ou 200% en raison des difficultés que vous faites à l'action du fisc ou en raison des fraudes que vous organisez volontairement pour vous soustraire, n'est-ce pas, à l'action du fisc. À côté de ça, vous avez maintenant la sanction pénale. Vous avez fraudé au fisc, vous pouvez aller en prison et la peine peut aller de 1 mois à 2 ans avec des amendes de 500 000 francs à 30 millions. Si vous récidivez dans les 5 ans, l'amende part de 1 500 000 à 100 millions et vous pouvez partir en prison de 1 an à 5 ans de prison. Et en plus de ça, pour votre honneur, vous savez, le prononcé du jugement va être publié dans 4 parutions de Côte d'Ivoire, 7 fois successivement. À l'étranger, au Zimbabwe, Robert Mugabe, âgé de 89 ans et au pouvoir depuis 1980, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 61% des voix dès le premier tour, selon la commission électorale du Zimbabwe. Le président sortant obtient donc un nouveau mandat de 5 ans. Son parti, la ZANU-PF, a également obtenu la majorité qualifiée des 2 tiers à l'Assemblée. Le parti du Premier ministre Morgan Tsvangirai, le mouvement pour le changement démocratique MDC, qui n'est crédité que de 34% des suffrages, crie à la fraude. Les résultats des élections ont été qualifiés de pas crédibles par le secrétaire d'État américain John Kerry, qui a évoqué, je cite, d'importantes irrégularités. L'Union européenne s'est dit pour sa part inquiète des irrégularités présumées et de la participation incomplète, ainsi que des faiblesses identifiées dans le processus électoral et le manque de transparence.
L'actualité en bref sur le continent, première destination le Togo. Le Togo où à l'issue des élections législatives, le parti au pouvoir a recueilli la majorité des sièges et l'opposition dénonce également pour sa part des fraudes. Ils étaient environ 1 millier à défiler dans les rues de Lomé. L'opposition togolaise, ralliée sous le collectif Sauvons le Togo, poursuit ses manifestations contre les résultats des élections législatives du 25 juillet dernier. L'Union pour la République, le parti au pouvoir, a obtenu 62 des 91 sièges, une majorité absolue que conteste un des leaders de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Derrière les chiffres publiés, les perspectives ne sont pas mauvaises, au contraire. Et donc, il est nécessaire de dire à toutes les populations du Togo qu'il faut se remobiliser. La Cour constitutionnelle doit prononcer les résultats définitifs dans les prochains jours. Coup de théâtre à 8 jours du second tour de l'élection présidentielle au Mali. Le candidat Draman Dembélé, arrivé 3e au premier tour, annonce son ralliement surprise à Ibrahim Boubacar Keïta, favori de ce scrutin. Je lance un appel solennel à tous les militants de l'ADEMA, à tous mes compatriotes qui m'ont cru, à toutes les associations qui ont voté pour moi, de reporter leur voix sur le candidat Ibrahim Boubacar Keïta au second tour de l'élection présidentielle. Un appel en contradiction totale avec le choix de son propre parti, l'ADEMA, qui affiche sa préférence pour le candidat arrivé en seconde position, Soumaïla Cissé. C'est au candidat de garder la main. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans Tunis pour apporter leur soutien au gouvernement islamiste Ennahda. Une démonstration de force qui répond à l'appel du parti, contesté dans la rue depuis plusieurs semaines par des manifestations anti-gouvernementales. De nombreuses voix réclament en effet la démission du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée nationale. Le dialogue est actuellement rompu entre le gouvernement et l'opposition. Le scandale n'en finit pas au Maroc. Une grâce royale accordée à un pédophile a suscité une immense colère dans le pays. Les manifestations se sont multipliées, nécessitant des interventions de la police. Dans un communiqué, le Palais Royal affirme que le roi Mohamed VI n'a jamais été informé de la nature des crimes de ce ressortissant espagnol qui aurait déjà quitté le Maroc. Les autorités annoncent l'ouverture d'une enquête pour déterminer les responsabilités dans cette affaire. Une note de culture à présent. En France, 2 artistes sud-africains sont en résidence créatrice. Suivez ce reportage. Ces 2 artistes sud-africains sont en résidence créatrice au musée d'art contemporain de Vitry en banlieue parisienne jusqu'à fin août. Ils font partie des 57 créateurs dont les œuvres ont été sélectionnées par la Maison Rouge pour une exposition qui leur est consacrée dans cette galerie parisienne du quartier de la Bastille. Ils ont envie de s'investir dans le monde qui les entoure, ils se sentent concernés, et ils le regardent et ils nous rapportent des choses avec leur création. Sophie, cette sculpture a les yeux fermés parce qu'elle sert de médium à Marie Simbandé pour parler des femmes de sa famille. Je sentais le besoin de rendre hommage à toutes ces femmes qui ont tellement travaillé chez elles. Et je voulais mettre l'accent sur le handicap d'être une femme noire en Afrique du Sud parce que leurs actions étaient limitées. Michael Subotsky a réalisé cette série de photos prises depuis les appartements d'un immeuble de Johannesburg. On a frappé à toutes les portes du bâtiment. On a pris 3 types de photos. Une depuis la porte d'entrée. Il y a environ 500 appartements dans l'immeuble. Une fois à l'intérieur, on a pris des photos de toutes les fenêtres et de chaque écran de télévision. À l'image de cette photo de Jody Bieber sur la piscine de Soweto après l'apartheid, les artistes sud-africains témoignent sur les changements de leur société avec en ligne de mire l'après-Mandela. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Je vous souhaite